Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore et toujours des immeubles qui s'effondrent en Côte d'Ivoire, en grande partie dans Abidjan et ses environs. À qui la faute? État, constructeur ou propriétaire? Ce soir encore, nous revenons sur un sujet maintes fois traité par nous-mêmes, par la RTI, et maintes fois des décisions ont été prises par l'État, mais jamais la situation n'a vraiment changé. Encore des pertes en vies humaines ces dernières semaines. Nous avons donc appelé le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à la personne de M. Messou Augustin, directeur général de la Construction, de l'Architecture et de la Maintenance. Nous avons également invité M. Cyril Pagné, qui parle au nom du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, dont il est le directeur du génie civil. M. Abdoulaye Dieng est lui sur ce plateau. Il parle pour l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, dont il est le président. Et quant à la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, elle est représentée par M. Siriki Sangaré, son président. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. En plus de vous, il y a d'autres invités, non des moindres, dans ce studio, qui à tout moment auront droit à la parole pour nous dire ce qu'ils pensent des effondrements à répétition dans nos cités. Les immeubles fleurissent à travers Abidjan, à la grande joie des populations en quête de logement, mais la série d'effondrements qui suit, cela vient rappeler que le non-respect des normes de construction conduit à la catastrophe. Nous en voulons pour preuve les tragédies de Bounoumé et d'Anono. On y revient avec Seydou Ouattara et Joël Gossé. C'est le récit d'un drame qui aurait pu être évité. Il est 16 h, ce vendredi 12 mars 2021, à la Riviera Anono. La 11e victime sortie des décombres de cet immeuble R+5 qui s'est effondré est un ouvrier. Entre pleurs et angoisse, les populations sont sous le choc. Parmi les victimes encore sous les décombres se trouvent des enfants. C'est aux environs de 13 h que s'est produit le sinistre. Au moment, on a 11 victimes avérées, c'est-à-dire 11 personnes qu'on a pu retrouver. Il y a 5 personnes qui sont supposées être encore sous les décombres. Nous sommes en train de rechercher les 5 victimes, on met tous les moyens en place. Moyens cynophiles, c'est-à-dire c'est les moyens de recherche avec des chiens qui sont actuellement engagés pour pouvoir retrouver les victimes. Il y a une victime qui a été déjà marquée par les chiens pour dire qu'il y a une victime à un endroit. Donc c'est qu'on est en train de mettre une stratégie en place pour pouvoir retrouver la victime là rapidement. Le chef du village d'Anono est arrivé sur les lieux pour s'enquérir de la situation et exprimer son mécontentement. Selon ce dernier, l'immeuble ne respectait pas les normes de construction et son propriétaire avait été interpellé par les autorités compétentes pour l'arrêt des travaux. La situation du bâtiment, on a demandé qu'ils viennent s'expliquer. Parce que quand on voit le matériau, nous on n'était pas trop sereins. C'est comme ça que la notabilité l'a convoqué. Ouais, mais bon, il a refusé de venir. Donc aujourd'hui, nous tous, le dégât s'est créé, donc c'est obligé d'assumer. Mais lui, il va répondre. Bon, comme il ne voulait pas répondre, nous, il va aller répondre devant les autorités compétentes. Les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour poursuivre les opérations de sauvetage des personnes encore sous les décombres. Le lendemain, 13 mars, voici ce qui reste de l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré le vendredi. Le bilan s'est alourdi. On fait état désormais de 22 victimes, dont 12 blessés et 10 morts. Il s'agissait pour nous, d'un premier temps, de prendre en compte le sinistre, d'évacuer toutes les victimes, vivantes ou pas, qui se trouvent. D'un deuxième temps, de procéder donc au déblai du lieu sinistré. Parmi les victimes, la petite Mira, âgée seulement de 9 ans, élève en classe de CM1. Une fillette pleine d'avenir, mais hélas, la vie l'arrache brutalement à l'amour de ses parents. Parents et population encore sous le choc en appellent à la vigilance des autorités et demandent que justice soit faite. C'est un événement très terrible pour moi. Je demande aux autorités de veiller que la justice soit faite, que le propriétaire terrien soit arrêté, que le bailleur soit arrêté, que l'entrepreneur soit arrêté. Ce qu'on demande à tout État, c'est d'être responsable. Au milieu d'un quartier aussi sensible, il y a tellement de jeunes, des enfants, tout le monde joue un peu partout. Un immeuble tombe, ça s'effondre sur tout le monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des suivis. Les gens ont perdu des biens, on ne peut pas laisser comme ça. Nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avancer comme ça. Celui-même qui fait ce travail-là, où est-ce qu'il est? Le drame a eu lieu depuis hier. On ne le voit pas. Il paraît qu'il a disparu. Nous demandons à la justice de faire leur travail. On assiste de plus en plus
à des effondrements d'immeubles avec pour cause la mauvaise qualité des matériaux de construction, de la main-d'œuvre et le non-respect des consignes de construction. En novembre dernier, un immeuble de 3 niveaux R+3 s'est effondré à Abobo-Baoulé au nord d'Abidjan, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés. Messou, je voudrais commencer par vous. Lorsque vous voyez ces images, quelles sont les premières impressions que vous avez tout de suite? Monsieur Lansini, c'est toujours une peine pour nous, en tant que responsables d'administration, de constater ce genre de catastrophe. Et je profite de l'occasion de votre tribune, au nom du ministre de la Construction, M. Bruno Nabagné-Koné, pour, n'est-ce pas, adresser toute ma compassion aux différentes victimes. Je pense que la raison essentielle vraiment de ces effondrements est recherchée dans le non-respect de la réglementation en vigueur. Le non-respect du protocole de bonne conduite en matière de construction, pour ne pas dire l'incivisme de tous ceux qui initient des projets de construction. Bon, c'est sûr que nous allons développer ce point-là. Monsieur Cyril Pagné, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces images, lorsque vous étiez informé de ce drame-là? Comme le disait tout à l'heure M. Lassiné, nous tous, nous sommes dans la peine en tant que des acteurs de la construction, parce que toute construction obéit à des règles, et lorsqu'on ne respecte pas ces règles-là, nous assistons à ces effondrements que nous voyons. Alors, Monsieur Ablé Dieng, ce sont des images fortes que vous avez vues. Tout à fait, M. Fona. Tout à fait, et c'est vraiment dommageable dans la mesure où les règles existent et on aurait pu éviter ce type de drame. Donc on a une idée, vraiment une pensée pieuse à l'endroit des décédés, et puis bon, c'est dommage que ça arrive, alors qu'on aurait pu éviter. M. Sangari, comment vous réagissez? La réaction est d'abord des sentiments de désolation et de tristesse, parce que quand on vit ce genre de choses, ça devient très, très, très difficile à supporter. On peut rattraper tout ce qui est matériel, mais des vies humaines, c'est très, très, très difficile. Il y a des pertes en vie humaine, et tout simplement parce qu'il y a un indiscipliné, un inconscient qui n'a pas respecté le protocole qui le liait par rapport à un document qu'on appelle le permis de construire. Et tout a été défini, il n'a pas respecté, il n'a pas suivi ce qu'il faut faire. Je pense même avoir entendu qu'il n'avait même pas de permis de construire, c'est-à-dire que c'est un délinquant. Et donc nous en appelons évidemment aux autorités de sévir et de mettre de l'ordre dans le secteur tout en appliquant rigoureusement les lois en vigueur qui sont prévues dans ce cas de figure-là. Alors, c'est deux choses à la fois, M. Messou. Vous êtes le directeur général de la construction. Permis de construire, pas de permis pour construire, mais on construit. Vous savez bien que les regards sont tournés vers vous. Vous êtes véritablement accusé lorsque il y a ce type de drame. On pense que l'administration n'a pas fait sa part. Parce que vous avez parlé d'incivisme, on ne peut pas se résumer à l'incivisme. Non, nous avons une mission de contrôle. Nous avons pour mission, en tant qu'administration, de veiller au respect de la réglementation en vigueur. Donc, c'est à ce niveau-là, nous agissons à travers le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle administratif, à travers notre brigade qui est sur le terrain. Mais il faut situer clairement les responsabilités. La loi est claire là-dessus. Je vais vous faire une petite image. La loi astreint tout citoyen de disposer préalablement d'un permis de construire et d'un permis de conduire, avant de conduire un véhicule. Quand vous n'avez pas de permis de conduire, que vous conduisez, qui est responsable des dégâts? Ce n'est pas le policier, mais c'est naturellement celui qui n'a pas de permis de conduire et qui s'est assis derrière un volant qui a conduit, qui est responsable. Le premier responsable ici, sans fuir nos responsabilités, le premier responsable est le maître d'ouvrage. Quand on construit, quand on investit, on doit avoir l'idée de sécuriser son investissement, on doit avoir l'idée de sécuriser tous ceux qui vont vivre dans le bâtiment. C'est très important. Donc, à ce niveau-là, je pense que la responsabilité claire du maître d'ouvrage qui initie le projet, qui finance le projet, est déterminée. Nous, en tant qu'administration, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pour mission de veiller au respect de la réglementation. Et ça, nous ne sommes pas en train de fuir nos responsabilités. C'est ce que nous faisons. Sous la houlette, si vous le permettez, sous la houlette du ministre Bruno Nabagné-Koné, il y a diverses réformes qui ont été initiées.
nous avons corsé la réglementation en vigueur, dans un premier temps, pour, n'est-ce pas, éviter ce genre de drame. Il y a le code de la construction et de l'habitat qui a été pris. Il y a le décret portant réglementation du permis de construire qui a été pris. Il y a la loi sur la profession d'architecte, M. Diengela, qui a été pris. Et nous avons également modifié le décret qui a créé le guichet unique pour mettre en place la plateforme collaborative de visite. Ça veut dire quoi? Nous avons eu à l'idée, sous l'impulsion du ministre naturellement, de mettre ensemble les ministères techniques, le district et les mairies, mutualiser nos efforts pour être efficaces en matière de contrôle sur le terrain. Donc il y a des efforts qui ont été faits. Parlant des actes administratifs, l'ACD, le permis de construire, parce que très souvent on dit que c'est parce que certains actes prennent du temps et c'est pour ça que les gens construisent dans l'illégalité. Je suis désolé. Le guichet unique du permis de construire a été créé pour comprimer davantage le délai de délivrance du permis de construire. Aujourd'hui, le permis, dès lors que l'ensemble des pièces sont réunies, vous avez le permis de construire en moins d'un mois. C'est fait. Nous sommes dans une dynamique. Bientôt, il va y avoir le guichet unique virtuel du permis de construire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer, un architecte depuis son bureau pour faire la demande en ligne du permis de construire. Il y a autant de réformes que nous avons initiées. Il y a aussi, au niveau même du foncier, il y a le système d'information géographique, il y a l'identifiant unique, il y a le titrement massif, etc. Nous sommes en train de moderniser nos archives, parce que les archives aujourd'hui sont mécaniques, de sorte que pour rechercher la documentation, ça prend du temps, donc ça a une incidence naturellement sur le délai. Alors, nous sommes en train de mettre en œuvre tout ça pour comprimer le délai. Donc il n'y a pas de raison que les populations puissent se soustraire en ne rentrant pas dans la légalité. Monsieur Messou, lorsque vous avez regardé, prenons le cas de Bonoumé et d'Anono récemment, les plus récents. Oui. Qu'est-ce qui a créé ce qui s'est passé, ces effondrements? D'accord. Prenons le cas d'Anono. Il y a un monsieur qui initie un projet en violation flagrante des règles élémentaires en matière de construction. Il ne dispose pas de permis de construire. Nos agents contrôleurs qui arrivent sur le terrain, ils lui notifient un constat, un procès verbal de constat d'infraction. Et on lui ordonne l'arrêt des travaux, ce qui est fait. Donc le monsieur, il arrête les travaux. Donc quand on arrête les travaux, naturellement, il faut se conformer à la réglementation. Il a arrêté les travaux, c'est une bonne chose. Maintenant, à un moment donné, il a voulu mettre un niveau supplémentaire. Et c'est ça qui est la cause de l'effondrement. Ça vous a échappé? Non, dit que ça nous a échappé, les agents... Parce qu'on ne construit pas en un jour, en un mois, mais ça vous a échappé pour que un niveau supplémentaire qui n'est pas autorisé arrive à être construit jusqu'à ce que tout s'effondre. Monsieur Lassine, je vais vous dire jusqu'en novembre 2020, pour l'ensemble des communes du district d'Abidjan, notre brigade ne disposait que de 45 agents et de 3 véhicules. C'est vraiment insuffisant. Le ministre a pris la pleine mesure et il a bien voulu renforcer cette brigade. Et il y a 124 agents contractuels qui ont été recrutés et plus 60 motos. Ces moyens-là restent toujours insuffisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les agents arrivent sur un chantier, ils font le contrôle, ils font les arrêts de travaux. Dès qu'ils tournent le dos, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires indisciplinés reprennent de plus belle les travaux. Donc la réalité est là. Donc il y a un travail qui a été fait. On a ordonné l'arrêt des travaux. Vous imaginez le nombre de chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire, ne serait-ce que sur la commune de Cocody. Mais c'est un nombre important de chantiers. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dédouaner? Non, monsieur Lassine, nous assumons pleinement notre responsabilité. Nous ne nous dédouanons pas. J'ai dit tout à l'heure que la mission de contrôle nous incombe. Ce qu'on appelle le contrôle administratif. Il y a le contrôle administratif et le contrôle technique. Le contrôle technique, c'est l'œuvre de la Chambre des ingénieurs conseils et des bureaux de contrôle. Nous, notre mission, c'est le contrôle. Nous confessons que vraiment, il y a des insuffisances de moyens, mais il y a des efforts que nous faisons. Mais naturellement, dans tout corps, il peut y avoir des agents, peut-être qui ne travaillent pas de façon professionnelle. Oui, bien entendu, ces efforts ont été relayés par la RTI même, mais nous constatons, je vous dis exactement ce que nous entendons dehors, oui. Et que pour avoir un permis pour construire, au lieu d'un mois, comme vous dites, c'est 1 an, c'est 2 ans, et à partir d'un moment, on se lasse de défiler, aller dans vos bureaux et revenir ce soir, à partir d'un moment, les gens, à votre insu, construisent. Monsieur Lassine, je pense que ce sont des alibis. Un permis de construire aujourd'hui ne peut pas faire 2 ans. Avec l'avènement du business, nous avons initié, l'administration a initié beaucoup de réformes. Je peux vous dire, parce que pour faire le permis de construire, il faut l'ACD. Il faut un titre de propriété, un document qui vous lie à la parcelle. Le nombre d'ACD délivrés a été multiplié par 4, voire par 5 sous le ministre Bruno Dabagné-Koné. Il y a des efforts qui ont été faits. Au niveau du permis de construire, c'est pratiquement la même chose. Ces réformes-là nous ont permis de comprimer davantage les délais. Et nous sommes dans une dynamique.
Nous savons que beaucoup reste à faire. Nous poursuivons les efforts. Mais dire que le permis de construire est délivré en 1 année, 2 ans, ce n'est pas juste. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière des alibis pour masquer les irresponsabilités des uns et des autres. Monsieur Cyril Pagné, vous-même avez suivi, vous êtes ingénieur, vous savez très bien comment ces choses se passent. Lorsque vous regardez ces images, tout qui s'écroule comme un château de cartes, à votre avis, l'explication vraie, c'est quoi? Au-delà de l'aspect administratif. Merci, M. Fofana, pour la question. Ce que nous voulons dire, comme M. Dieng l'a dit tout à l'heure, une construction obéit à des règles. Parce qu'une étude solide, une bonne construction dépend premièrement de la qualité de ces études. Et ça, c'est important. Il faut que les différents acteurs fassent de bonnes études. Ça, c'est très important. Deuxième élément qui est important, les différents matériaux qui sont utilisés pendant la construction. Il faut que ces matériaux-là puissent être vérifiés par des laboratoires ou bien par des entreprises qui sont habilitées à vérifier ces matériaux-là, parce que personne n'est à ignorer que sur le marché, nous avons des matériaux de mauvaise qualité. Donc il faut un contrôle qualité. Mais aussi, il faut que l'exécution soit confiée à des personnes qui sont outillées, qui sont capables de pouvoir exécuter les différents plans qui ont été conçus. Ceci étant, et M. Fofana, je vous le dis malheureusement, quand nous voyons ces images, certains promoteurs, certains décideurs décident de construire sans malheureusement aucune étude fiable. Malheureusement, certains construisent pendant la phase de construction sans aucun contrôle des différents matériaux de construction et l'exécution qui reste souvent à revoir. Donc nous pouvons dire dans l'ensemble, par ces manques, par des manquements, cela conduit à des drames que nous avons assistés tout à l'heure. Donc les causes, nous pouvons dire, premièrement, ce qui est important au niveau des causes, soit les fondations de ces bâtiments ou de ces ouvrages ne sont pas adaptés à la superstructure certainement qui a été construite. C'est-à-dire le sol d'assises, certainement, n'est pas au bon niveau, ou bien les matériaux qui constituent le sol d'assises n'ont pas été bien vérifiés. Pendant la phase de construction, les différents matériaux de construction, c'est-à-dire le sable, le gravier, les fers à béton qu'on appelle les armatures, tous ces éléments-là, s'ils ne sont pas vérifiés, ne sont pas dans les normes, cela peut conduire également à ces drames-là. Et si les entreprises qui sont chargées de construire n'ont pas les éléments idoines qu'il faut, cela aussi peut entraîner tous ces éléments dont nous assistons. Donc, il est important en amont de faire un certain effort de vérification, d'études sérieuses avant de pouvoir... Lorsque vous dites « il faut », vous vous adressez à qui exactement? Nous nous adressons à tous les acteurs de construction. Vous savez, le laboratoire a un métier transversal. Nous sommes avant toute construction, ce que nous appelons communément les études des sols, qui est chargé de donner les caractéristiques. Parce que lorsque vous voulez construire votre ouvrage que vous devez construire, vous devez comprendre qu'il repose sur du sol. Et ce sol-là est un milieu complexe, est un milieu, je pourrais dire, formé de plusieurs phases. Il faut connaître les propriétés de ce sol-là avant de pouvoir construire. Il faut aussi connaître la profondeur d'ancrage, c'est-à-dire la profondeur à laquelle vous devez mettre vos différentes fondations. Si ces éléments ne sont pas connus au préalable, certainement, vous êtes en train de faire un ouvrage où vous ne maîtrisez pas le sol ou même le support sur lequel va reposer votre ouvrage. Et lorsque vous parlez de matériaux, vous êtes en train de dire que sur le marché, on a du fer qui n'est pas bon? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, personne n'est à ignorer cela. Sur le marché, le fabricant qui fabrique son fer ou même ses armatures, il met des informations. Mais qu'est-ce qui prouve que ces informations qu'ils mettent sur ces étiquettes, ce sont ces mêmes informations que nous retrouvons sur le marché? Qu'est-ce que vous faites, vous? Mais c'est pour cela, pendant la construction, il faut faire un contrôle qualité des différents matériaux de construction. Il faut voir un laboratoire qui va faire un certain nombre de tests pour vérifier la résistance même de ces fers-là, pour vérifier même le diamètre. On peut vous dire que le diamètre d'un fer, c'est du fer 6 ou même du fer 8, mais en réalité, ces diamètres peuvent ne pas être respectés. C'est pour ça que pendant la construction, il faut faire un contrôle qualité. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Cela va vous permettre de faire des tests et justifier vos différentes constructions. Alors, ce point va nous faire revenir certainement vers M. Messou, parce que s'il y a du mauvais fer sur le marché, je pense que peut-être que le ministère aurait dû voir cela avant. M. Abdoulaye Dieng, oui. Vous êtes architecte, mais ce qui se passe très souvent, c'est vous qui êtes les premiers à être cités. Lorsqu'un bâtiment s'écroule, on dit les architectes ont mal fait. Vous autorisez des choses qui ne sont pas autorisées? Merci, M. Fofana. Bon, c'est tout à fait inapproprié et injuste
D'abord, les architectes en Côte d'Ivoire ont à peine 20% du marché. Donc le ministre même a dit il y a 80% qui échappent, qui est dans l'informel. Les architectes travaillent sur les 20% du formel. Et les architectes sont des professionnels et jusqu'à présent, aucun architecte n'est impliqué dans quelque incident que ce soit. Quand je suis le laboratoire, M. Panier, ce qu'il vient de dire, ça conforte l'idée du ministre qui l'a encore répété dans les journaux récemment, de prendre des professionnels. En tête de ces professionnels, il faut un architecte. Parce que tout ce dont on parle est sous la tutelle d'un architecte. Quand vous prenez l'architecte, c'est lui qui vous conseille, il a sa mission de conseil. La mission de conseil consiste à dire il vous faut d'abord faire la reconnaissance du sol, faire un levé topographique. On choisit un géomètre avec lui. Après, le géomètre, on lui dit il faut s'adresser au bureau de sondage, de géotechnique. Après le bureau les rapports de sol, nous concevons le projet. Et quand on conçoit notre projet architectural, nous faisons appel à un ingénieur qui travaille sur notre projet pour être sûr que le projet architectural tient la route de manière structurelle. Et après avoir fait ça, nous choisissons une bonne entreprise, pas des tâcherons. Là, on voit que ce sont des tâcherons qu'on construit. Et bon, en tout cas, dans ces images, ce n'est pas démontré que une fois, non, mais par expérience, on sait. Une fois que l'entreprise est choisie, l'architecte suit le chantier jusqu'à la fin avec l'ingénieur et le bureau de contrôle, normalisation des risques, qui va assurer le bâtiment. Donc, tout ça, c'est la mission globale de l'architecte. C'est pour ça que l'architecte... C'est vos plans qui sont exécutés. Non. Mais sans votre suivi, j'ai envie de dire. Non, non. À partir d'un moment, vous ne regardez plus la suite. Non, non, non. Bon, ça, c'est des rumeurs. Un architecte digne de ce nom suit son chantier du début à la fin. Il y a des dessinateurs qui se font passer pour architectes. Ah. Ce type de projet, quand on le voit, on sait que ce n'est pas un architecte qui l'a conçu. Un architecte, on sent tout de suite sa patte quand il construit un bâtiment. Mais il y a des architectes d'intérieur qui font des projets, il y a des dessinateurs qui font des projets, il y a toute une ribambelle de personnes qui font des projets via les 3D. Aujourd'hui, on vend des 3D et le client se laisse happer par les 3D et il ne va plus vers les professionnels. Quand on voit ce bâtiment, cet effondrement, on sent qu'il n'y a pas de professionnels. La qualité du béton dont il a parlé, vous regardez les briques, vous voyez qu'il n'y a pas la structure n'a pas été étudiée. C'est aussi simple que ça. Oui, 80% de personnes qui ne vont pas vers les architectes, ce n'est pas parce que vous êtes trop cher. Quand les gens ne peuvent pas vous payer, ils sont obligés d'aller ailleurs. C'est cela? Non, c'est une... Non, lorsque vous avez regardé, ce n'est pas comme ça que vous avez compris? C'est une fausse idée et c'est un procès qu'on nous fait. Mais je compense cela parce que les gens ne comprennent pas la nature du métier d'architecte. Ils ne comprennent pas la mission de l'architecte. Quand vous prenez un architecte et que vous travaillez avec lui, c'est des mois, comme il a dit, c'est des mois d'études. C'est des mois d'études que vous passez avec lui avant de passer à la phase de construction. C'est un outil, au-delà même de la phase du concepteur, c'est un conseiller du client. Il le conseille aussi bien au niveau de ses pièces administratives, donc des plans qu'il fait, et du budget qu'il doit réaliser, qu'il doit utiliser pour réaliser son bâtiment. Tout ça, ça fait partie de la mission de l'architecte. Vous n'êtes pas cher? Nous ne sommes pas chers. Et comment est-ce que vous expliquez le rapport qualité-prix? Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'on vous évite au lieu d'aller vers vous, vous qui êtes le spécialiste? Je vous dirais, c'est de la cupidité. Gagner vite, et ne pas payer cher. Voilà ce qui pousse les gens à ne pas aller vers l'architecte. Il y a des gens qui savent le rôle de l'architecte, mais ils ne veulent pas payer. Comment pouvez-vous concevoir que quelqu'un qui construit un bâtiment de 500 millions ne puisse pas donner une dizaine, une vingtaine de millions à des techniciens? C'est ce qu'on vit tous les jours, ce qu'on a vécu dernièrement.
500 millions, vous ne pouvez pas payer 10, 20, 15, 30 millions à des professionnels, pas à l'architecte, parce que l'architecte s'entoure de professionnels, d'ingénieurs et autres techniciens. Ce n'est pas de l'argent qui va de sa poche, il fait pour que votre bâtiment aille jusqu'au bout et tienne la route et que vous puissiez l'assurer et qu'il n'y ait pas ce type de dégâts. Très bien. Ouais. Alors, M. Sangari, vous avez entendu tout à l'heure, lorsque j'ai écouté M. Messou développer, j'ai compris que c'était un peu une pierre dans votre jardin, c'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est vous qui construisez. Vous construisez sur du mauvais sol, très souvent. Je n'ai pas tout à fait compris ça, mais bon. C'est comme ça que moi j'ai compris, en tout cas. Je pense que, naturellement, dans notre métier, il faut travailler avec des professionnels. Ça, c'est la chose la plus claire et je répète ça tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que vous entendez Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés. Tous ceux qui ne sont pas agréés ne font pas partie de notre corporation. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de faire du travail sérieux. Mais pour le faire, vous savez, notre métier est un métier qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de discernement. Lorsqu'on a un chantier, ça peut être une promotion immobilière comme un bâtiment qu'il faut construire. Lorsqu'on a un bâtiment du style qu'on vient de voir, le sol lui-même, c'est l'assise, c'est le plus important. Donc, il faut évidemment que le promoteur ou le maître d'ouvrage ait forcément son ACD, qui est l'arrêté de concession définitive. Pourquoi? Parce que l'ACD, lorsqu'on l'obtient, ça veut dire que le ministère, à travers le guichet unique, a fait un certain nombre de vérifications pour voir si ce n'est pas dans une zone non constructible, pour voir si ça respecte en tout cas les normes d'urbanisme, pour voir si ça respecte tout ce qui est défini par rapport à la cartographie au ministère. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que le terrain, une fois que nous dans l'ACD, on a couvert, ça veut dire que le terrain est constructible. Parce qu'il y a des avis qui sont demandés ainsi de suite, même à la direction de l'assainissement. Parce qu'il ne faut pas construire dans des zones, dans les talvecs, ainsi de suite. Mais une fois que ça c'est fait, je parle d'un constructeur qui est sérieux, qui travaille avec un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre qui est, comme on appelle, qui est l'architecte. Et ça, c'est inévitable pour toutes les constructions maintenant. Je pense que le code de construction définit ça. Il faut obligatoirement un architecte pour toutes les constructions. Alors, une fois que ça c'est fait, il y a le dossier pour faire le permis de construire. Ce dossier fait le permis de construire, on l'a défini tout à l'heure, ça part de l'étude de sol, par les laboratoires, en passant par les structures de contrôle, en passant par les architectes pour faire tout ce qui est plans architecturaux. Et aujourd'hui, je crois que le ministère a instauré le suivi des chantiers par les ingénieurs conseils. C'est-à-dire que pour délivrer le permis. Oui, c'est M. Sangaré, mais cela ne date pas de maintenant. Non, ça date de maintenant, le suivi. Cela ne date pas de maintenant qu'on prenne soin de vérifier si on doit construire correctement. C'est qu'il faut voir. Oui. Les documents étant donnés, les plans d'exécution étant faits, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pourquoi il y a ce genre de situation? C'est ça la question fondamentale. Quelle est votre réponse? C'est en cela que je vais donner une réponse. Oui. Aujourd'hui, déjà, on voit que la personne qui a initié ce projet n'a pas du tout de permis de construire. Si la personne n'a pas de permis de construire, ça sous-entend que toutes les règles qui en découlent sont faussées. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien du tout, on construit. Bon. Maintenant, deuxièmement, est-ce que, même si la personne obtenait un permis de construire, je prends le cas des 20% des permis de construire, il faut un suivi. Le suivi sous-entend que sur le chantier, les études qui ont été faites dans l'exécution, il y a un représentant du laboratoire qui doit suivre au fur et à mesure que les travaux avancent, tout en donnant des avis favorables. Sans cela, qu'à la fin, je crois que le ministère, normalement, doit émettre un certificat de conformité pour dire ce qui a été fait sur papier, c'est ce qui est exécuté. Moi, je prends un cas pratique, très simple. Lorsque les études disent qu'il faut 350 kg par mètre carré et que le constructeur, lui, pour pouvoir économiser, prend 150 kg de béton par mètre carré, si le contrôleur ou le laboratoire n'est pas là pour faire ce qu'on appelle des essais d'écrasement qui peut prélever pour aller au laboratoire pour voir si ça répond aux normes, au bout du compte, forcément, le bâtiment va s'écrouler. Parce qu'il y a le coffrage, il y a le béton, et ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on construit un bâtiment de ce style, souvent les gens ne construisent pas d'un coup. Ils peuvent faire un niveau, 2 niveaux, ils attendent, dans 2 mois, 3 mois, ils viennent, ils continuent. Malheureusement,
il y a des symptômes qu'on voit, il y a des fissures qu'on voit, et lorsqu'il pleut, il y a des frais, le fer se rouille, et ainsi de suite. Au bout du compte, la vie du bâtiment prend un coup et ça s'écroule. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le renforcement des contrôles. Il faut que pour tout chantier, il y ait en permanence un contrôleur. Et ça, cela, c'est la mission de qui? Ça, c'est la mission de la structure de contrôle. Mais la structure de contrôle doit être, bien évidemment, c'est LBTP ici, pour ne pas faire de publicité, c'est LBTP ici. Qui n'a pas contrôlé complètement. Non, pas qui n'a pas contrôlé. Parce que pour que LBTP contrôle, il faut que le maître d'ouvrage... De toute façon, M. Panier est là pour... Il faut que le maître d'ouvrage fasse une convention avec LBTP, parce que quand même LBTP, c'est une société. La société, évidemment, doit vivre. Donc, il y a une convention, il y a un suivi, il y a des coûts qui sont là. Justement, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui veulent échapper à ces coûts-là, qui évitent les structures de contrôle, qui évitent même les architectes. Ils prennent sur Internet des plans, parce que quand on regarde un plan architectural, on sait si ça a été fait ou pas, qui évitent même le ministère, parce qu'ils construisent sans ACD. Ils prétendent que pour avoir les ACD, ça met du temps. Mais ce n'est pas faux totalement, oui. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut souvent parler un peu au chien, il faut parler un peu à l'os. C'est-à-dire que quand je fais un dossier d'ACD et que je monte mes dossiers, c'est conforme à tout ce qui est là et qu'il n'y a pas du tout de problème, l'ACD ne prend pas du temps. Parce que, rapidement, hein, c'est un guichet unique qui est là. Le guichet unique sous-entend que quand j'achète un terrain ou un lot, ainsi de suite, et que tous les dossiers sont conformes, il y a la direction du domaine urbain qui émet des avis. Le premier avis, c'est l'avis de Commodo Incommodo, pour voir sur le terrain. Oui, absolument. Ça, c'est très important. Et cet avis de Commodo Incommodo, une fois que l'avis est favorable, il y a l'avis de la direction de l'assainissement pour voir si le terrain n'est pas dans une zone non constructible. Une fois que cet avis est favorable, il y a la direction de la cartographie qui s'en va faire. Et tout ça, une fois que si tous les dossiers sont conformes, le domaine urbain émet une attestation domaniale. Mais après, ce n'est plus le ministère de la Construction. Absolument, M. Sangaré. Et ce que vous dites, j'entends bien cela, mais ce qui se passe très souvent, là où il y a des effondrements, il n'a jamais été dit que c'était des zones qui étaient non constructibles. Peut-être qu'il y avait autre chose, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Non, je veux dire, c'est l'une des causes. Déjà, si la zone n'est pas constructible, parce qu'en fait, un terrain, attention, tout à fait... Dans le cas d'espèce, ce n'était pas cela. Ça peut y arriver parce que, je vais vous dire, hein, il faut tout de suite centraliser et comprendre. On peut être dans une zone où vous voyez beaucoup de maisons qui ont été construites, ça n'a pas respecté un lotissement au préalable. Parce que si le lotissement au préalable n'a pas été fait, que les enfants des aménagements anarchiques, et les gens ne respectent pas la loi des 3 U, c'est-à-dire l'aménagement urbain doit être fait de façon conforme, la planification urbaine d'abord, et il faut forcément planifier de façon urbaine et tout. Mais tout ça, quand ce n'est pas fait, et qu'il y a un bâtiment qui est à côté, qui peut être construit à une hauteur, et vous voyez très bien qu'il y a un autre bâtiment qui est construit dans un talvec, bien évidemment, celui qui a construit le talvec... Je comprends bien cela, mais M. Ouamessou, vous voyez, ce qui vient d'être dit, nous dit que nous n'avons pas totalement tort de penser que, quelquefois, là où il y a des effondrements, c'est que vous avez donné quand même l'autorisation de construire là. Quand on prend juste cet exemple-là. Monsieur Lassini, d'abord, la première phrase que je voudrais donner ici, c'est que la quasi-totalité des bâtiments qui sont écoulés sont des bâtiments qui, en général, sont construits dans l'illégalité, dont les travaux sont exécutés en pleine illégalité. Si vous permettez, allez-y. Je vais vous décrire brièvement, c'est-à-dire décrire les acteurs et puis mettre l'accent sur un acteur clé. Allez-y. Tout à l'heure. Quand vous voulez construire, le premier acteur, c'est l'architecte, qui va concevoir votre projet selon vos besoins. D'accord. Ça, c'est la première chose. Quand l'architecte a conçu le projet, il y a les ingénieurs qui animent les bureaux d'études qui vont prendre le relais pour élaborer ce qu'on appelle les plans d'exécution. Et quand ces plans d'exécution sont élaborés, il faut procéder à associer les services d'une entreprise. Il faut recruter une entreprise qualifiée qui va exécuter les travaux. Mais cette entreprise n'exécute pas les travaux n'importe comment. C'est sous l'œil vigilant d'un bureau de contrôle. Et là, je vais mettre un petit accent sur le bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il a plusieurs missions. Sa première mission, c'est de valider les plans d'exécution qui ont été élaborés. Tout à l'heure, j'ai parlé des plans d'exécution. Donc, ce bureau de contrôle va valider les plans. Deuxième mission,
il va s'assurer de la bonne qualité des matériaux de construction qui sont utilisés dans l'exécution des travaux de ce bâtiment. Vous avez parlé de qualité des matériaux. Il va effectivement s'assurer de la bonne qualité du matériel du travail, parce que ça peut aussi avoir une incidence sur la mise en œuvre. Il va prendre des précautions en lien avec l'entreprise pour sécuriser le voisinage. Parce que très souvent, on construit et puis on cause des dégâts dans le voisinage. Donc, il va sécuriser le voisinage du chantier. Il va prendre aussi des précautions pour sécuriser les ouvriers qui sont à la tâche. Et la dernière chose, il va s'assurer de la bonne mise en œuvre des travaux, dans les règles de l'art. Monsieur Lassine, mais quand tout ça est fait, et qu'un bâtiment s'écroule, parce que chaque acteur a sa responsabilité. Si tout ça est fait et qu'un bâtiment s'écroule, les responsabilités seront situées. Mais en général, quand c'est fait, le bâtiment est stable, il ne s'écroule pas. Donc la réalité, c'est qu'on ne fait pas recours, c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, on ne fait pas recours aux professionnels qui sont qualifiés pour construire. Et c'est ça qui est à la base des effondrements, malheureusement. C'est pourquoi nous disons que la responsabilité pleine et entière du maître d'ouvrage est engagée quand il n'a pas recours professionnel, conformément à la réglementation en vigueur. Très bien, nous allons passer au public pour que vous présentez-vous rapidement et puis votre intervention. Allez-y. Je vais me lever, je pense que ça va être plus simple. Restez là où vous êtes. Allez-y. Donc, je m'appelle Tuyo Siaka, donc je suis le responsable du département construction et infrastructure chez APAV Côte d'Ivoire. Donc, APAV Côte d'Ivoire, c'est un bureau de contrôle. C'était pour aller dans le sens de M. Messou, qui explique qu'effectivement, le bureau de contrôle est un acteur très important dans le processus de construction. Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est qu'un processus de construction, ça a peut-être déjà été dit, c'est 3 phases essentielles. Donc la première phase qu'on appelle la phase de conception, pour faire simple, c'est les études. La deuxième phase, c'est la phase d'exécution. Et la troisième phase, la phase de réception. Et donc le bureau de contrôle, sa mission, ça va être effectivement d'accompagner le maître d'ouvrage à sa demande, bien sûr, parce qu'on est missionné par le maître d'ouvrage, pour pouvoir, à chacune de ces étapes du processus de construction, pouvoir dire au maître d'ouvrage, effectivement, votre projet, effectivement, respecte les normes. Ça, c'est très important. Donc, à chacune de ces phases, nous allons, pour la phase conception, par exemple, nous allons examiner tous les dossiers de conception et à chaque étape dire voilà, vos plans que vous avez prévus pour la réalisation de votre structure sont les bons. Les aciers que vous avez prévus, le nombre d'aciers, la disposition des aciers, la quantité des aciers est le bon. Et quand on va passer à la phase d'exécution, on viendra également, on n'est pas là en permanence, ça c'est important de le souligner, mais nous passons à des moments clés du processus de construction. Les moments clés, c'est quoi? C'est par exemple quand on va, avant de couler les fondations, on viendra par exemple vérifier que les aciers qui sont mis en place sont les bons. On viendra également, avant le coulage d'un plancher, d'une dalle, pour faire simple, on viendra voir que tous les aciers sont en place. Et à chaque fois qu'on passe sur le chantier, on émet ce qu'on appelle un rapport de visite de chantier qu'on transmet au maître d'ouvrage qui, effectivement, se rend compte que son chantier suit la réglementation ou pas. Et bien sûr, à la fin du processus, on établit ce qu'on appelle le rapport final qui va récapituler toutes les observations qu'on aura formulées et dire si, au final, le bâtiment tient la route ou ne tient pas la route. Très bien. Vous avez été entendu. Alors, M. Cyril Pagné, ce que vous avez entendu vous conforte dans votre position certainement, mais excusez-moi de le dire, 4 corps de métier sur ce plateau, mais personne ne se sent coupable de rien du tout. Bien sûr. Merci, M. Fofana. Je pense que lorsque M. Sangaré intervenait tout à l'heure, il a dit un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut clarifier un certain nombre de choses, il faut informer les Ivoiriens. Vous savez, le laboratoire joue un rôle très important dans l'acte de construire. Le laboratoire joue un rôle transversal. C'est-à-dire le laboratoire, il est au début, avant toute construction, pendant la phase de conception. Mais malheureusement, comme je le dis, pendant cette phase-là, les différents promoteurs, les différents constructeurs, ils ne consultent pas des laboratoires. Ils attendent généralement en phase d'exécution pour venir vérifier. Or, l'objectif, avant toute construction, c'est d'éliminer des risques. Parce que tout projet, il y a un risque. Et il est important, de façon successive, faire un certain nombre de tests afin d'éliminer ces différents risques. Est-ce que vous avez une explication à leur attitude?
Généralement, j'ai une explication. Je sais que généralement, le laboratoire est généralement négligé. Comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure, ils attendent juste en phase d'exécution avant de penser au laboratoire. Pourtant, pour prendre les décisions techniques, pour justifier les différentes fondations, les différentes conceptions qu'ils font, ils ont besoin d'un laboratoire. Ils ont besoin d'un certain nombre d'informations sur le sol d'assises. Et ces informations-là, ce n'est pas de façon systématique que nous donnons ces informations. Il faut, au préalable, dès que je pourrais dire le concepteur, le promoteur décide de construire un bâtiment, déjà, il doit penser, même à l'achat du terrain. Le laboratoire intervient également pour voir, comme il a dit tout à l'heure M. Sangaré, la constructibilité même du site. Et pendant les différentes phases de conception, pendant les différentes phases d'études, le laboratoire intervient de façon successive à ces différentes phases-là, afin de donner les éléments techniques aux différents décideurs et prendre les décisions idoines qu'il faut. Et pour que pendant la phase de construction, s'il y a des dispositions constructives qui doivent être prises, ces dispositions soient prises, ou bien ces dispositions doivent être prévues pendant la phase d'étude. Et si ce n'est pas prévu, ce qui fait que souvent, nous sommes obligés de faire un certain nombre de choses, des choses qui ne sont pas prévues au départ. Alors, comme on le dit pour les architectes, c'est la même chose avec vous, les laboratoires, il y a aussi des clandestins chez vous? Bien, c'est un métier. Moi, je suis du LBTP, qui est une administration centrale, mais aussi il y a des laboratoires privés. Une enquête, un rapport ne vous a pas dit qu'il se passe des choses? Je sais que j'ai des laboratoires privés qui existent, mais bon, nous ne sommes pas là pour vous parler de ces laboratoires privés. Nous sommes là pour expliquer aux Ivoiriens le rôle important que joue un laboratoire. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vous met dans le même sac, parce que vous n'avez pas envie de les dénoncer, même quand vous le savez? Non, bien sûr, c'est pour ça que l'administration doit essayer de catégoriser les différents laboratoires. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de construction, il y a des différentes phases. Je pense que dans le dernier code, on parle des bâtiments R+2, qu'il faut un permis de construire. Je pense que lorsque l'ouvrage ou le bâtiment devient important, il faut confier l'ouvrage ou le bâtiment à des personnes, à des professionnels qui s'y connaissent. Parce qu'il faut que je vous le dise, M. Fofana, le sol est un milieu complexe. C'est un milieu très complexe. C'est un milieu non visible. Il faut faire un certain nombre de steps afin d'appréhender ce qui peut advenir pendant la construction. Et si vous confiez cela à des personnes qui ne sont pas habilitées, qui vont vous donner des éléments erronés que vous allez utiliser parce que ce soit l'ingénieur structure, l'ingénieur béton qui va travailler sur les différents matériaux, s'il donne des informations qui ne sont pas justes, qu'il va utiliser pour faire le dimensionnement, les différentes structures, l'ossature de votre ouvrage, vous risquez d'avoir des surprises pendant la phase de construction. Mais ce qui est plus important, il faut que nous le disions, c'est qu'aujourd'hui, nous construisons dans un milieu urbain. Et lorsqu'on construit dans un milieu urbain, il faut tenir compte des voisins. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. C'est pour cela qu'il faut confier ces études des sols-là en amont à des personnes qui sont habilitées afin de vous... J'ai envie de vous dire que ce n'est pas moi le problème. Vous prêchez devant un converti. Ce que je dis tout simplement, c'est que peut-être votre milieu est assaini. Si vous savez qu'il y a des brebis galeuses dans votre milieu, pourquoi est-ce que vous ne le dites pas courageusement? Mais je le dis, nous savons qu'il faut catégoriser il faut catégoriser les différents laboratoires. Le laboratoire, le LBTP, qui est le laboratoire national qui existe depuis 1954, a des personnes, a des compétences à tous les niveaux, afin d'apporter des éléments idoines aux différents décideurs. Monsieur a entendu, certainement le ministère prendra ses responsabilités à ce niveau. Monsieur Dieng, vous pensez que jusqu'à présent, à la place des techniciens, il y a beaucoup de tâcherons? Oui. Oui, beaucoup. Vraiment, je vous le dis fortement parce que les architectes vous ont beaucoup cité. Bon, je suis surpris. Je suis surpris. Je pense que c'est parce qu'on nous aime beaucoup, mais on ne nous sollicite pas assez. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Ce sont des professionnels que je respecte. Et ce qui me désole un peu, c'est d'entendre certains mots. C'est-à-dire, on se rend compte qu'effectivement, alors que le ministre n'arrête pas de rabâcher qu'il faut un architecte pour toute construction, c'est plus dans la limite des 170 mètres carrés comme avant, c'est pour toute construction, excepté les 300 000 francs que l'on concède aux moins défavorisés, aux plus défavorisés. Je suis surpris d'entendre, que mon ami Dapa, le directeur général, parle de clients qui viennent les voir. Et c'est là que se situe le problème. Il faut voir un architecte point trait. Tout ce dont on parle, chacun explique son rôle, le rôle qui est
qui est le sien dans le processus de construction. Mais tout part par l'architecte. L'architecte est l'homme orchestre de la construction. Il est au début, il est à la fin. C'est pour ça que je vous dis que les gens ne connaissent pas notre métier, sinon ils ne diraient pas qu'on est cher. Parce que tout ce dont ils parlent, s'ils étaient venus voir un architecte, ils feraient ça. Parce que l'architecte, je vous dis, dès que vous le prenez, il vous donne des conseils par rapport à votre terrain, par rapport à sa localisation, à la ventilation, et il vous conseille de prendre les structures qu'il faut, le géomètre, le laboratoire technique, et ensuite l'ingénieur. L'architecte ne peut pas travailler sans tous ces professionnels-là. Et sans oublier que l'architecte supervise les travaux. Parce que j'entends la supervision des bureaux de contrôle. Non, il y a la supervision de l'architecte d'abord, avant les bureaux de contrôle. Parce que c'est l'architecte qui conseille au client de prendre un bureau de contrôle pour qu'il puisse assurer son bâtiment. Donc, toutes ces informations sont centralisées chez l'architecte. Donc, quand vous prenez un architecte, vous n'avez plus de problème. Et c'est ce qu'il faut que la population comprenne. Là, aujourd'hui, vous avez différents... Et c'est ce qui se passe à Abidjan. Aujourd'hui, on va voir à PAV, je vois des chantiers, à PAV Contrôle, Socotec Contrôle, il n'y a pas d'architecte. Mais je suis désolé, ces sociétés devraient dire non, on ne peut pas contrôler parce qu'il n'y a pas d'architecte. C'est ça qui devrait se passer. Quand on va voir le laboratoire, il doit dire, ah non, mais monsieur, mais où est votre architecte? Il faut que cette chaîne d'union soit unie. Mais si chacun presse pour sa paroisse, on ne va pas s'en sortir. Et c'est pour ça que le ministre a tapé fort sur la table. Il a dit, il faut un architecte pour toute construction. Dès l'instant où vous prenez votre architecte, vous n'avez plus tous ces problèmes, puisque c'est l'architecte qui est responsable. Et l'architecte a une garantie décennale. C'est-à-dire qu'il est responsable pendant 10 ans de votre ouvrage. Parce que quand il conçoit son projet, qu'il appose sa signature, il est responsable de tout ce qui va venir pour une période minimum de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il doit s'assurer et prendre toutes les précautions et prendre les professionnels pour l'accompagner dans son aventure. Vous voyez, si ça c'est respecté, il n'y a plus de problème. Donc c'est parce que ce n'est pas respecté et que les gens veulent gagner. Vous voyez, si je vous prenais l'exemple des 500 millions, il a voulu économiser une dizaine de millions et il perd 500 millions, et en plus des vies. Vous comprenez? Pour gagner quoi? Quelques dizaines de millions. Alors qu'il y a une batterie de professionnels qui est à sa disposition, qui sont à sa disposition. Et la pièce maîtresse, c'est l'architecte, c'est le maître d'œuvre. Je voudrais faire une parenthèse, expliquer ce que c'est le maître d'œuvre, parce qu'on dit maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, comme on le dit, c'est le client. C'est le maître de l'ouvrage, une fois qu'il a été construit. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte, c'est l'esprit, c'est les œuvres de l'esprit, le concepteur. Voilà. Donc, c'est important que la population sache. Le sache. Donc, la conclusion, si vous me permettez, c'est que si vous prenez un architecte, vous allez passer par toutes les chaînes de la construction et vous aurez toutes les garanties pour que votre bâtiment soit stable. Ah, ne dites pas, si vous prenez un architecte, vous allez vous passer de LBPP, vous allez vous passer... Au contraire, si vous prenez un architecte, il va vous amener vers le LBTP, il va vous amener vers les bureaux de contrôle, il va vous amener vers tous les professionnels parce que c'est lui qui centralise tout cela. C'est ce que je veux dire. Non, vous avez bien compris. Oui, allez-y, M. Sangari. Oui, allez-y. Voilà, donc, de toute façon, je pense que c'est vrai, des explications concernant... Ce ne sont pas des spécialistes qui construisent. La technicité, tout ça, c'est bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent comprendre pourquoi les bâtiments s'écroulent et quelles sont les solutions apportées. On arrivera justement aux solutions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien. Ce que M. Dieng a dit, c'est tout à fait normal. Le constructeur ou le propriétaire de l'ouvrage, qui est le maître d'ouvrage, centralise en fait ces informations chez l'architecte qui, lui, coordonne. Maintenant, ici, on est confronté à 3 cas de figure. Un bâtiment qui n'a pas de permis de construire, qui s'écroule. Comment éviter que le bâtiment qui n'a pas de permis de construire s'écroule? Ça veut dire qu'un bâtiment qui n'a pas de permis de construire ne doit pas être construit. Si le ministère constate que le bâtiment est en train de sortir de terre, il n'y a pas de permis de construire, il y a des procédures bien évidemment, et l'idéal c'est de détruire le bâtiment avec un geste fort. Si le bâtiment le maître d'ouvrage a un permis de construire et qui doit exécuter son ouvrage,
il y a une procédure qui est mise en place. Et j'insiste encore, via l'architecte, et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un en permanence pour le contrôle. Même le contrôle, aujourd'hui, ce n'est pas efficace de sorte, ce qu'on voit, que le contrôleur de qualité, il passe de temps en temps pour regarder. Dès qu'il tourne le dos, il y a d'autres choses qui se font sur le terrain. Oui. Moi, ce que je suggère avec ce que j'ai vu à travers certaines réalisations un peu en Europe, tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est détaché en permanence sur le terrain et suivre le maître d'ouvrage pour la construction. Il est détaché en permanence. Chaque matin, il est là, il suit ce qui se passe. Il a une responsabilité à 100%. Ce n'est même pas des allers-retours. Ça, c'est au cas où quelqu'un qui a un permis de construire, pour voir s'il y a la conformité dans ce qui est décrit sur papier et ce qui se passe dans l'exécution. Là, il a le temps de voir si les fondations respectent les normes, si il y a des normes qu'il faut faire des murs de soutènement, est-ce que ça respecte les normes? Je peux vous assurer que si on fait ça et qu'il y a un suivi et que les rapports sont faits de façon permanente, le ministère aujourd'hui est très outillé par rapport à la dématérialisation, ils sont en train de faire par rapport au Dune Business, tout ça. Lorsqu'on demande, on a un permis de construire, tout est dématérialisé. Au fur et à mesure que le contrôleur de qualité émet ses avis favorables, on peut confronter les résultats avec ce qui se passe sur le terrain. S'il y a un problème, un blocage, on arrête l'œuvre, les experts viennent voir s'il faut continuer ou pas. Parce que maintenant, il y a des bâtiments qui ont été construits à l'époque qui s'écroulent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il y a des riverains autour des bâtiments. Il y a très souvent des syndics de propriété qui sont là. Il y a des gens qui sont autour. Bon, le bâtiment peut présenter des symptômes. On peut voir des fissures, on peut voir, comme on appelle, des inclinaisons. Très souvent, on voit des anomalies. C'est de mettre une plateforme pour que tout de suite, le ministère soit informé et que les mesures soient prises. Là, je pense que dans ce sens-là, j'ai même vu ce matin qu'il y a un numéro WhatsApp qui a été mis en place de sorte que dès qu'il y a une anomalie, et que les riverains puissent automatiquement saisir le ministère pour que la réactivité du ministère puisse suivre. Alors, en ce qui concerne les constructeurs, parce que ce sont les constructeurs qui construisent. Alors, j'aimerais bien dire... Construire, c'est une affaire voilà, de compétence. Voilà, j'aimerais bien... Non, mais au-delà de ça, il y a la formation. Il y a la formation, c'est-à-dire la formation, la compétence et tout ça. Donc, pour conclure, c'est de mettre en place toute cette plateforme-là, de sorte qu'à un moment donné, les responsabilités soient situées. Si tout de suite, le maître d'ouvrage s'adresse au maître d'œuvre, qui lui a la compétence de travailler avec toutes les autres structures, vous verrez tout de suite que dès qu'il y a un problème, le maître d'ouvrage va s'attaquer au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, sait tout de suite si c'est le laboratoire ou si c'est la structure de cabinet de conseil qui a déconné, il y a tout de suite un problème. Maintenant, si, je ne dédouane pas le ministère, si tout de suite on se rend compte que quelqu'un il a un permis de construire, qu'il a construit un certificat de conformité et que demain le bâtiment s'écroule, on s'en va voir M. Messou. Comment se fait-il qu'il a fini de construire et il a fini de construire un certificat de conformité et il y a un problème? Et je vais encore même plus loin pour dire que le ministère doit encore renforcer même, de sorte que quand quelqu'un finit de construire, c'est vrai qu'il a le permis de conformité, si tous les avis favorables qui ont été émis par le maître d'œuvre à travers les différentes structures de contrôle, si tout est conforme, il faut aller jusqu'à un permis d'habiter. Celui qui n'a pas ça, sa maison ou bien son bâtiment n'est pas habitable. On interdit même systématiquement la SODECI, même la CIE de faire un abonnement, et que les experts viennent voir si ça respecte les normes, si ça ne respecte pas les normes. Il faut de temps en temps éviter de faire plaisir. Parce que quand il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Dès qu'il y a un problème, on cherche à savoir tout de suite, soit c'est le ministère, l'architecte, le constructeur. On cherche tout de suite le coupable, le responsable. Je prends un exemple pratique, oui, parce qu'il faut être pratique, en 2 minutes. J'ai un ouvrage à faire avec un de mes constructeurs agréés tout de suite. Alors, donc, il y a le terrain qui a été donné, c'est une dame qui veut faire ça. Alors, il fait les études, d'après un architecte, il fait les études, tout ça. Et après avoir fait l'étude de sol, bon,
Il s'avère que cet endroit-là, compte tenu du fait que le terrain, il faut niveler, il faut mettre ça en ordre, il faut enlever la terre végétale, tout ça. La profondeur de la fondation, avec ces 3 mètres sur 3, avec une profondeur quand même de 1,50, lorsqu'il fait le devis, la fondation seule fait 70 millions. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est cher, c'est parce que c'est ce que les études ont demandé. Tout à fait. Alors, lorsqu'on monte le bâtiment, on fait les calculs, ça revient à 300 000 francs par mètre carré. Alors, c'est un bâtiment de 1500 mètres carrés, donc vous imaginez que ça fait à peu près, je crois, 450 millions. La dame dit non, il faut te débrouiller avec 150 millions, et puis tu me sors mon bâtiment. Il y a 2 types de constructeurs. Un constructeur avéré, il va prendre les 150 millions, vous vous rendez compte très évidemment, que d'aller prendre, s'il y a, comme on appelle, du fer de qualité sur le terrain, il va aller prendre notre fer, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour dire que la chaîne de responsabilité va jusqu'à... C'est tout le monde. Et il faut revenir à ce qu'on a dit par rapport au civisme et la cupidité. C'est-à-dire qu'en voulant économiser, en voulant ne pas respecter les normes, en voulant jouer sur des petites économies, bien évidemment, on finit par aboutir non seulement à perdre ce qu'on a fait, bon, ce qui n'est pas grave, on peut rattraper, mais à perdre ce sont des vies humaines. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord, on reviendra tout de suite à vous. Mais, monsieur, allez-y tout de suite. Oui. Je suis ingénieur civil, directeur technique du laboratoire de géotechnique des matériaux. Moi, j'aimerais appeler tous ceux qui veulent construire à prendre leurs responsabilités. Vous voyez, je reçois souvent des constructeurs qui viennent à mon bureau et pour une histoire de 1 million, le constructeur, il claque ta porte, il se dit que moi, avec les 1 million, je peux payer une dizaine de tonnes de ciment. D'accord. Et il refuse de faire une étude de sol qui est le support de son ouvrage. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a ces gens de sinistres, c'est vrai, le ministère vient, mais le premier qui porte le coup, c'est le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire. Donc, je vais inviter ici tous ceux qui sont appelés maîtres d'ouvrage à prendre leurs responsabilités en s'attachant au service des professionnels, notamment les laboratoires qui vont vous assurer la qualité de vos matériaux. Vous voyez, vous achetez des briques. Vous n'avez aucune idée si ces briques sont de qualité. Le laboratoire est là pour vous dire si ces agglomérats sont de qualité. Même le fer. Moi, je suis désolé de le dire, mais je contrôle tous les jours les aciers. Et je sais ce qu'il y a à l'intérieur. On ne respecte pas le diamètre. Et ça, il faut le dire. Les diamètres ne sont pas respectés. En termes de résistance, on a des soucis. Et ça, c'est réel sur le marché. Donc, attachez-vous les services d'un laboratoire qui pourra vous aider en tant que maître d'ouvrage, parce que demain, c'est vous qui pleurez. Vous avez investi 500 millions et vous perdez en une seule journée. Donc, prenez votre responsabilité. Le ministère est là, mais prenez votre responsabilité par rapport à l'ampleur de vos dépenses. Attachez-vous des professionnels et cela vous aidera à éviter ces gens de sinistres. Très bien. En tout cas, nous avons très bien compris que vous êtes en train de dire que construire, c'est vraiment une affaire de professionnels. D'ailleurs, devant tout ce qui s'est passé, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, devant les effondrements à n'en point fini, a exprimé son ras-le-bol et il a prévenu les coupables qui seront reconnus par la justice, seront sanctionnés. On écoute un extrait de cette déclaration qui a été recueillie par Jean-Louis Gbagbo. Je suis révolté, comme tout le monde, sauf que moi, je fais en sorte de me révolter contre les personnes qui méritent notre courroux. Il n'y a pas plus responsable que celui qui construit, celui que nous appelons, dans notre jargon, le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la première responsabilité de la sécurité du bâtiment. J'allais dire, d'abord, c'est son intérêt à lui. Si c'est lui qui va habiter le bâtiment, c'est son intérêt à lui. Comment imaginer que quelqu'un d'autre soit garant de ma sécurité à moi, de la maison que je suis en train de construire moi-même et dans laquelle je vais loger? Tant que ces personnes qui construisent ne sont pas responsables, ne sont pas sanctionnées par rapport aux défaillances éventuelles sur les constructions qu'elles réalisent, ces personnes-là, on risquera malheureusement de continuer à avoir des cas comme ceux que nous venons de voir. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon nos lois et la réglementation en vigueur. Oui, je pense que le message
du ministre est très clair. Le temps de la sensibilisation est terminé? Oui, on a beaucoup sensibilisé, on a communiqué, on a informé. Donc il faut passer à l'action. Chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit jouer sa partition. L'administration joue son rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les différents professionnels aussi vont jouer leur rôle. Il appartient au maître d'ouvrage de s'associer les services de ces différents professionnels. Quand il y a problème, je pense qu'il est dédouané et les responsabilités seront situées au niveau du professionnel, notamment de l'architecte avec qui il a un contrat signé en bonne et due forme. Désormais, les dispositions sont celles-là. Celui qui initie une construction dans l'illégalité fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Ça sera systématique. Si nous sommes informés qu'un projet de construction est initié dans l'illégalité, ce projet fera l'objet de démolition systématique. On va démolir. À l'entame, on démolit. C'est-à-dire que c'est quand on attend, ou bien quand on n'a pas vu le projet et que le projet arrive à un certain niveau, la démolition devient complexe parce qu'il faut prendre des précautions pour sécuriser le voisinage et la démolition a un coût. Donc, nous allons vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir démasquer ceux qui initient les projets et puis n'est-ce pas, les démolir systématiquement. L'autre chose, je le disais tantôt, sous la conduite du ministre, il y a la plateforme collaborative de visite qui a été créée pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs, les entités ministérielles, les mairies, le district. Aujourd'hui, il s'agit de doter vraiment cette entité-là de moyens conséquents pour lui permettre d'être opérationnel sur le terrain. Il s'agit des engins, des moyens de locomotion, etc., etc. Donc ça aussi, ça va nous permettre d'être très incisifs sur le terrain en termes de contrôle. Mais tout ça, je pense que la réglementation est claire. La réglementation prévoit des amendes et des peines privatives pour les maîtres d'ouvrage. Et les mêmes peines sont prévues pour les professionnels, que sont les architectes, les ingénieurs. Quand leur responsabilité est située, ils sont punis des mêmes amendes. Donc, c'est sera appliqué. Chacun doit prendre sa responsabilité, construire dans les règles de l'art pour éviter de causer des désagréments, éviter les catastrophes qui font qu'il y a des pertes en vie humaine. Je pense que c'est une situation inacceptable. Donc, désormais, chacun doit être mis devant sa responsabilité pleine et entière. Monsieur Pagné, vous avez entendu, on parle tout de suite maintenant des sanctions. Les coupables seront sanctionnés, mais avant cela, en amont, à votre avis, comment est-ce qu'il faut prévenir pour qu'on n'arrive pas à cela déjà? Bien sûr, merci beaucoup, M. Fofana. Je pense qu'en amont, comme nous l'expliquons tout à l'heure, et comme M. Sangaré l'a dit, il a donné un bel exemple tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la construction, lorsque les maîtres d'ouvrage, pour un ouvrage qui nécessite à peu près 400 millions, et le maître d'ouvrage dit qu'il a juste 150 millions, quels sont les acteurs qui seront lésés? Les acteurs qui seront lésés. C'est pour ça que je dis qu'en amont, souvent, les différents maîtres d'ouvrage ou bien le maître d'œuvre qui est l'orchestre central va essayer de léser un certain nombre d'acteurs. Et souvent, c'est le laboratoire qui est lésé. Pourtant, il faut que je vous le dise, pourtant, le laboratoire joue un rôle vraiment transversal. Et ça, j'insiste là-dessus, un rôle très important. Puisque le bâtiment qui sera construit sera sur le sol, il est important que l'étude de ce sol-là, on ne doit pas forcément attendre en phase d'exécution avant de faire une étude de sol. Pendant la conception déjà, il faut penser à faire une étude de sol de façon successive, étape par étape. Et chaque étape, il faut faire une étude de sol sérieuse. Parce que l'objectif de l'étude des sols, c'est de réduire les différents risques que nous voyons. Et ces risques-là, il ne faudrait pas attendre forcément en phase de construction avant de faire ces études-là. Préalablement, il faut prévoir ces études-là à toutes les étapes possibles pour avoir une bonne conception. Deuxième élément, c'est pendant la phase de construction. Vous savez, le laboratoire n'est pas adjudicateur d'un marché. C'est eux qui ont le marché, c'est eux qui décident. Si vous n'invitez pas un laboratoire pendant la phase de construction pour un suivi géotechnique, parce que les différents éléments qui ont été décidés pendant la phase de construction, c'est-à-dire si votre fondation doit être à un certain nombre de profondeur, le sol d'assise doit à des dizaines de mètres, il faut aller à ces dizaines de mètres, les différents codes d'arrêt des différentes fondations. Il faut les vérifier. Est-ce que le sol qui est là, pendant les études, on dit que vous devez fonder sur un sol qui est de telles caractéristiques, ça soit du sable. Est-ce que vous êtes vraiment au niveau du sable que vous avez déposé votre fondation? Donc, il faut un suivi géotechnique pendant la phase de construction, mais en plus de cela, il faut un contrôle qualité des matériaux de construction. Ça, nous le disons, nous insistons encore là-dessus pour que ces matériaux-là puissent être testés afin de voir la qualité de ces matériaux-là pendant la phase de construction. Et c'est le maître d'œuvre, le chef d'orchestre,
qui doit inviter ces différents acteurs-là à faire leur travail. Si le maître d'ouvrage ne veut pas inviter du fait de son budget, je pense qu'il faut les inviter. Il faut même les obliger. Parce que, comme je le dis, l'étude géotechnique doit être un préalable à toute construction. Et ça, je l'insiste là-dessus. D'accord. Alors, M. Dieng, vous avez écouté, j'ai eu l'impression que M. Panier s'adressait un peu à vous. Oui, vous faites souvent sans eux. Voilà, non, mais justement... il ne faut pas. J'ai sursauté parce que, bon, c'est pas du tout... Justement, quand vous prenez un architecte, comme je l'ai dit, il s'entoure de tous les professionnels qu'il faut, de la chaîne de bâtir, de l'acte de bâtir. C'est pour ça que lui-même me dit l'architecte est le maître d'œuvre. C'est lui qui pilote le projet, c'est l'homme orchestre de la construction. Donc, dès l'instant où vous prenez un architecte, la première des choses, c'est qu'il va vous faire un levé topographique par les géomètres pour voir les courbes du terrain et puis comme on appelle les bornes. Et en deuxième étape, une fois qu'on a conçu, on a commencé à concevoir, on a fait un petit schéma, on s'adresse au laboratoire pour faire les sondages et c'est eux qui nous disent combien de sondages il faut faire et où et quel type de sondage. Donc l'architecte systématiquement le fait. Ce n'est pas parce que le maître d'ouvrage, comme dit M. Sieki, passe de 500 millions à 150 millions qu'on va dire ne prenez pas le sondage. Non, pas du tout. On lui dit mais attention, et c'est le rôle de l'architecte de s'adapter au budget du client. C'est pour ça qu'il y a des projets qui peuvent vous prendre des mois. Parce que pour arriver aux 500 millions, quel effort il faut faire? Et c'est là où l'architecte doit faire preuve d'ingéniosité et puis de créativité. Mais en même temps, ingéniosité parce qu'on travaille avec des ingénieurs. En aucun cas, nous nous dirons il faut faire l'impasse. Ah non, pas du tout, nous sommes engagés pour 10 ans de garantie. Comment vous voulez que je me passe de celui qui va me garantir le sol? Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre... Non, il a donné un exemple comme ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais le plus souvent, le laboratoire est... Mais nous ne pouvons pas nous passer des laboratoires. Ça, je l'affirme ici. Il n'y a aucun architecte qui peut se passer d'un laboratoire parce qu'il se met lui-même en danger, sachant qu'il a une garantie décennale. Il ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas se passer non plus des bureaux de contrôle et des risques, à part Socotec et autres, parce que c'est eux qui donnent la garantie décennale. Donc, quand un architecte suit le projet, il s'assure qu'il est accompagné par ces bureaux de contrôle pour pouvoir lui délivrer sa garantie et satisfaire son client. Ouais. Si vous permettez, je vais rebondir sur ce que mon frère Sirki a dit tout à l'heure. En ce qui concerne CIE Sodeci, c'est une très bonne décision qui vient d'être prise par Monsieur le ministre, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas au moment du certificat de conformité qu'il faut demander les documents au maître d'ouvrage. C'est à l'ouverture du chantier, parce qu'il faut anticiper. Et nous, notre maître mot, c'est anticiper. Donc, anticiper comment? Anticiper en s'assurant qu'avant toute ouverture du chantier, il y a bien un panneau de chantier et qui répertorie qui est l'architecte, qui est l'ingénieur, qui est le bureau de contrôle et qui c'est qui a fait les sondages. Et si tout ça est réuni, à ce moment, on peut lui délivrer une attestation comme quoi il aura son énergie et son eau. Mais vous ne le faites pas à la fin au certificat de conformité. Le certificat de conformité, c'est dire, bon, votre bâtiment, il est conforme, mais il est là déjà construit. Comment vous allez le démolir? Donc, il y a une petite précision qu'il faut qu'on apporte à ce qui vient d'être arrêté. Ce n'est pas au niveau du certificat de conformité qu'on doit contrôler, c'est à l'ouverture du chantier. Le ministère de la Construction doit donner un ordre d'ouverture de chantier si le client respecte toute cette conditionnalité. Voilà, c'est ce que je... Très bien. Monsieur Sangaré, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que l'on doit faire pour prévenir ces effondrements-là? Alors moi, Est-ce qu'on a suffisamment compris le rôle de chacun et qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Mais comment prévenir? Je pense que le ministère a fait beaucoup de sensibilisation, mais on est plein la phase de la sensibilisation. D'accord. Il faut situer dans le contexte. Hein. Nous avons les causes lointaines et les causes immédiates. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a un déficit chronique de logement. Ça, c'est les causes lointaines, déficit chronique de logement. Et ce déficit chronique de logement fait que, malgré la bonne volonté du ministère,
il y a des chantiers qui se font parce que les Ivoiriens doivent être logés, tout ça. Donc, en tant que promoteur, nous sommes en train de nous battre avec le ministère pour réduire le déficit parce qu'il y a tellement de demandes et il n'y a pas suffisamment d'offres. C'est pour ça que l'autoconstruction n'est pas maîtrisée. Et comme l'autoconstruction n'est pas maîtrisée, il y a évidemment des lotissements anarchiques. Quand on parle de lotissement anarchique, ça échappe au contrôle de l'administration. Et quand ça échappe au contrôle de l'administration, ni l'architecte, ni le contrôleur, ni le ministère, de nous-mêmes en tant que professionnels, on ne voit rien du tout. On se rencontre très souvent quand ce dégât arrive. Donc ça, ce sont les causes lointaines. Mais je pense qu'avec le ministère, on est en train d'entamer des programmes de sorte qu'on puisse faire des lotissements et que ces lotissements-là se fassent de manière normée et qu'on puisse construire. Vous allez voir, si on commence à construire des belles petites villes en tenant compte de toutes les commodités, de plus en plus, on va sortir de l'autoconstruction, on va se retrouver dans une situation normale. Maintenant, ça, ce sont les causes lointaines. Les causes immédiates, bien évidemment, on a débattu presque pendant 1 heure. On a entendu chacun expliquer professionnellement ce qu'il sait faire. Donc, l'anticipation, bien évidemment, c'est de passer tout de suite à la phase de sanction et ne même pas autoriser l'ouverture de chantier si les études préalables ne sont pas faites. Nous, en tant que promoteurs, bon, c'est des grands chantiers. On a ce qu'on appelle les agréments programmes qui font office comme on appelle, de permis de construire. Ben, il faut, au préalable, faire ce qu'on appelle chez nous, en tant que grand promoteur, les APS, les APD, qui passent au contrôle du ministère, qui se rassurent que toutes les études, notamment parce qu'il y a les VRD qui suivent aussi quand c'est des grands chantiers, que toutes les études sont conformes avant d'autoriser même l'obtention de l'agrément programme qui aboutit à l'exécution des travaux, ainsi de suite. Donc, systématiquement, pour anticiper, là je parle du cas formel, c'est évidemment de s'attacher des compétences d'un architecte. Et cet architecte-là, je pense qu'a pour mission, évidemment, de faire tout ce qu'il a à faire, tout en nous permettant d'avoir une bonne opération. D'ailleurs, nous avons suivi les consignes qui ont été données, c'est de pouvoir assainir la profession. Ça veut dire que éviter que des promoteurs qui ne soient pas agréés puissent faire des opérations mobilières. Donc, il y a une commission qui se réunit, je crois, chaque mois, qui comme on appelle, statue sur la capacité technique et la capacité financière du maître d'ouvrage, du promoteur et tout ça, pour pouvoir octroyer des agréments. Et maintenant, chaque promotion en elle-même est assujettie à un contrôle qui permet d'avoir un agrément programme. Ça, une fois que nous allons travailler et lorsque nous nous faisons entourer de professionnels, parce que pour donner même l'agrément de promoteur immobilier, on nous demande d'avoir des contrats systématiques avec les ingénieurs conseils, avec l'architecte, ingénieur VRD, ainsi de suite. Ça, pour l'instant, nous le suivons dans un cadre formel. Mais le plus difficile aujourd'hui, c'est comment anticiper dans le cas informel l'autoconstruction. Et c'est là qu'il y a le gros problème. Et donc, je vais demander à... Vous proposez au ministère? Non, je ne propose pas au ministère. Le ministère, en fait, c'est nos patrons. En fait, de dire que nous sommes collaborateurs indirects du ministère, nous, ça nous arrange que le ministère assainisse le secteur informel. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans un endroit où, j'en parlais tout à l'heure, que le lotissement est anarchique, bien évidemment, très souvent, il y a des problèmes pour nous-mêmes. Quand on veut acquérir un lot, on se rend compte un peu plus tard que si ça ne fait pas partie d'un lotissement, ça ne fait pas partie d'une zone, comme on appelle, constructible, il y a toujours des problèmes, l'obtention des documents. C'est pour ça que les gens parlent de la difficulté d'obtention des documents administratifs qui les empêchent de faire le permis de construire. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui le font de mauvaise foi. Dès qu'ils ont le terrain, ils font croire que s'ils ne font pas tout de suite la clôture, on va les arracher le terrain. Donc, ils font la clôture rapidement. Ils se disent, bon, si je construis R+1, je fais rapidement, on ne pourra pas casser. Et après, nous sommes quand même en Afrique. Il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. Mais ces messieurs, dès qu'il ordonne la destruction d'un bâtiment, tout de suite devant son bureau, j'imagine, il y a toute la famille qui vient aussi s'asseoir, pour demander pardon.
et ainsi de suite. Bon, on a déjà dépensé, ainsi de suite. Donc, il y a des interventions, tout ça, il faut en tenir compte. Je comprends parfaitement. Donc, donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que M. Messou, d'entrée de jeu, a parlé de civisme et de discipline. Si on n'est pas discipliné... Très bien. En tout cas, votre message a été entendu. Ce sont vraiment les dernières minutes. Je vous donne à chacun tout au plus 1 minute et demie pour le mot de la fin. Oui, pour le mot de la fin. Je commence par vous, M. Messou. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas ne pas dire pendant cette émission avant que nous concluions? D'accord, merci. Je voulais dire que quand on parlait de contrôle, pour ce qui nous concerne, c'est le contrôle administratif. Quand on arrive sur un chantier, on doit s'assurer que le chantier est légal, donc dispose d'une autorisation de construire. On doit s'assurer qu'il y a un panneau de chantier qui est juste en bonne et due forme. On doit s'assurer que les acteurs qu'on vient de citer, notamment l'architecte, le bureau de contrôle, tout ça, sont sur le terrain et qui sont en train de travailler pour garantir la stabilité de l'ouvrage. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas ces acteurs, c'est que le chantier est dans l'illégalité totale. Je pense que nous avons sensibilisé. Et notre mission, ce n'est pas de démolir. Notre mission n'est pas de démolir. Mais si le message ne passe pas à notre corps défendant, nous serons obligés de démolir tout ça d'immédiat. Donc, vraiment, j'invite vraiment les modes d'ouvrage et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le process de l'acte du bâti, parce que le bâti, ce n'est pas un acte banal, c'est un acte sérieux. J'invite vraiment tous ces professionnels-là, tous les maîtres d'ouvrage, vraiment à se conformer à la réglementation en vigueur pour qu'ensemble, on puisse vraiment sécuriser les Ivoiriens qui fréquentent les bâtiments, qui habitent les bâtiments ou bien qui exploitent les locaux. Et je voudrais, pour terminer, inviter toute la population vraiment à nous alerter. Quand il y a un bâtiment, par exemple un bâtiment qui est habité présente vraiment des risques d'effondrement, il faut qu'on nous alerte. C'est la même chose pour les chantiers illégaux. Il faut que la population puisse nous alerter, que les acteurs professionnels puissent nous alerter pour qu'on puisse rapidement prendre les décisions, qu'on puisse anticiper pour éviter des drames. Nous avons un site web qui est connu, il faut aller sur le site. Nous avons un numéro WhatsApp, nous avons des numéros verts, nous avons des mails. Malheureusement, je n'ai pas ça ici. Je pense que sur le site web, je pense que toutes ces informations-là sont disponibles pour que nous soyons alertés, nous soyons saisis. Le message, c'est que vous soyez prévenus à temps. Oui, M. Panier, pour terminer. Merci, M. Fofana. Je voudrais dire, pour mon mot de fin, que le sol, c'est-à-dire le sous-sol, comporte des risques. Et compte tenu de l'hétérogénéité du sol, il est important d'encadrer ces risques. C'est pourquoi que j'insiste que l'étude du géotechnique doit être un préalable à toute activité de construction. Je dis bien un préalable. Ça doit être l'élément déclencheur de toute activité de construction. Parce que c'est cette étude qui va vous permettre de donner les caractéristiques de votre sol afin de proposer des solutions adaptées à votre ouvrage. Donc j'insiste sur cet aspect-là qui est avant construction. Maintenant, pendant la phase de construction, je veux inviter les différents bureaux d'études, les différents décideurs, les différents maîtres d'œuvre à s'appuyer sur les différents tests, sur les matériaux de construction, afin de prendre des décisions idoines. Et ça aussi, je voudrais dire un élément qui est important. Il ne faudrait pas que le coût financier de ces études-là soit un frein pour faire ces études au niveau du contrôle qualité. C'est pourquoi je vais inviter tous les acteurs, oui, le LBTP reste un partenaire privilégié pour les accompagner. Tous les laboratoires, d'accord. Et M. Sangari. Je pense que quand on parle de sécurité de bâtiment, le premier, c'est nous, c'est le maître d'ouvrage. Donc, à moi ici de lancer un appel à tous mes collègues, de lancer un appel à tous ceux qui sont, comme on appelle, impliqués dans la chaîne de production, de faire un travail sérieux, parce qu'au bout du compte, il s'agit quand même des vies humaines qui sont en danger. Parce que construire une maison, c'est beau, mais une fois que la maison s'écroule, il y a des dégâts. Donc, les maîtres d'ouvrage doivent systématiquement se conformer à la réglementation, l'obtention du permis, et ainsi de suite, et s'attacher aux services d'un architecte. Et cet architecte-là, qui est le maître d'œuvre, qui sait comment faire l'ouverture de chantier, qui sait comment il faut faire les plans, qui sait comment élaborer les contrats avec les structures de contrôle, qui sait comment mettre en place un suivi de chantier. Et donc, la responsabilité systématique, c'est le maître d'œuvre
s'il y a un problème. Et donc, je vous remercie d'ailleurs pour l'émission, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre en tout cas. C'est nous qui vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, M. Dieng, pour terminer, le mot de la fin. Oui. Merci, M. Fana. Merci, M. Siraki, d'avoir enclenché, insisté sur l'incontournabilité de l'architecte, la pièce maîtresse du processus de l'acte de bâtir. Et je n'aurai cesse de répéter. Bon, juste 2 conclusions, parce que tout a été dit. Comme je l'avais évoqué tantôt, le problème, c'est anticiper les problèmes. Donc, anticiper les désastres. Donc, pour anticiper, comme on l'a dit, l'ouverture de chantier qui est ordonnée par le ministère de la Construction, à condition que le propriétaire est satisfait à toutes les conditionnalités. C'est-à-dire, sinon, il n'a pas de CIE ni de ceux-ci. Si l'administration est ferme dessus, on n'aura pas de problème. Les gens seront obligés de venir vers les professionnels. Et de 2, c'est assurer les bâtiments. Et ça aussi, je crois que le ministre a insisté dessus, parce qu'il y a une catastrophe qui est arrivée. On déplore des vies humaines. Le bâtiment, bon, c'est de l'argent, ça peut passer, mais les vies humaines, les personnes qui ont perdu, il y a tous ces deuils, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va les dédommager? S'ils étaient assurés, c'est l'assurance qui les dédommagerait. Et pour avoir une assurance, pour que vous puissiez assurer votre bâtiment, il faut que vous ayez un suivi d'un architecte et d'un bureau de contrôle de normalisation des risques, genre APAV, Secotec, etc. Parce que c'est eux qui vont témoigner à l'assurance que le bâtiment a été suivi en bonne et due forme et par l'architecte et par leurs propres soins. Donc, c'est très important de demander aux propriétaires d'avoir une assurance. En tout cas, vous avez été bien entendu. Merci beaucoup, M. Dieng, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi, M. Sangaré. Et je voudrais vous dire grand merci à vous, M. Messouwa Messou, et à M. Pagné, d'être venu nous informer sur ce qui pourrait être fait. Cette autre émission sur le même sujet, les effondrements des bâtiments, pour attirer l'attention sur les fléaux, pourvu que le message soit entendu cette fois et que chacun fasse sa part. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur RTI 1. Merci.